Chaque soir, je quitte ma tour de verre, mon titre de PDG, et je plonge dans l'odeur de Javel et le bruit des assiettes. Ici, personne ne connaît mon vrai nom. Personne ne se doute que la femme qui nettoie leurs restes est celle qui a ruiné la vie de leur patron. Et ce soir, en le voyant se débattre, je me demande si j'aurai enfin le courage de lui avouer que son échec, c'est moi. Le jour, mon monde est fait de verre, d'acier et de silence. Je suis Éléonore Dubois, la PDG d'Innovatech Global. Mon nom est un murmure dans les couloirs du pouvoir. Mes décisions font et défont des fortunes. Mon bureau, tout en haut du plus grand gratte-ciel de la ville, surplombe le monde. De là, les gens ne sont que des points pressés, des abstractions. Les problèmes? Des chiffres sur un écran, des projections, des parts de marché à prendre. La seule odeur est celle, stérile, du succès. Un mélange de cuir italien, de café hors de prix et de l'encre des contrats à 9 chiffres. Mes journées sont des batailles menées dans des salles de conférences glaciales. Je porte des tailleurs comme des armures et mes talons claquent sur le marbre comme une déclaration de guerre. Mon visage est un masque de contrôle permanent. Je n'ai pas d'amis dans ce monde, juste des alliés de passage et des rivaux. La solitude est le prix du trône, une solitude si vaste qu'elle en devient un bruit assourdissant dans le silence de mon penthouse. Mais quand la nuit tombe, une autre vie commence, une vie que personne ne pourrait imaginer. Le rituel ne change jamais. Vers 19h, je renvoie mon chauffeur. Dans le parking souterrain, à l'abri des regards dans ma berline allemande, la métamorphose commence. Le tailleur à 5 000 € est plié avec soin, remplacé par un jean usé, un t-shirt informe et des baskets fatiguées. La montre de luxe quitte mon poignet, enfermée dans la boîte à gants. Je défais mon chignon, laissant mes cheveux tomber. Dans le rétroviseur, ce n'est plus Éléonore Dubois, c'est Hélène. Juste Hélène. Une femme sans histoire, sans titre, sans argent, une ombre. Je prends alors le volant, non pas de ma voiture, mais d'une vieille citadine que je garde juste pour ça. Je quitte les quartiers riches, les avenues luxueuses, pour m'enfoncer dans les rues bondées de la ville, là où les néons chics laissent en place aux ampoules blafardes des lampadaires. Mon voyage est une descente, ma destination. Un petit restaurant coincé entre une laverie et une boutique fermée. L'enseigne clignote à peine, le rêve brisé. Une ironie si cruelle qu'elle me serre le cœur à chaque fois. Je me gare 2 rues plus loin pour rester discrète et je marche vite, tête baissée. En poussant la porte, les mêmes odeurs m'accueillent. La sauce tomate, l'ail qui crépite et cette note de fond d'eau de Javel. L'endroit est petit, 10 tables à peine, avec des nappes à carreaux usées. Les chaises sont dépareillées, le sol a vu trop d'histoires tristes. Mais il y a une chaleur ici, une authenticité que mon monde de verre ne connaîtra jamais. Le patron, Léo, est derrière le comptoir. Il lève à peine les yeux. Léo, l'homme qui hante mes nuits. La quarantaine, les traits tirés, une barbe de 3 jours qui peine à cacher son amertume. Ses yeux, autrefois si brillants, sont aujourd'hui ternes, fatigués. Il ne me voit pas, il voit Hélène. Cette femme silencieuse qui a accepté un poste de plongeuse pour un salaire de misère il y a 6 mois. « T'es en retard », il grogne. C'est sa façon de dire bonjour. « Désolé, il y avait du monde sur la route », je réponds d'une voix neutre. Mon domaine, c'est l'arrière-cuisine. Un espace minuscule, humide, où la chaleur du four se mêle à la vapeur. Mon poste est là, devant un évier en inox où les assiettes sales s'empilent. Carlos, le cuisinier, un grand gaillard au cœur tendre, me fait un signe de tête. « Salut Hélène, grosse soirée. » J'enfile mon tablier, ce tissu rêche qui sent le détergent, et je plonge mes mains dans l'eau chaude et grasse. Le choc est toujours le même, une sorte de pénitence. Mes mains, qui signent des contrats millionnaires le jour, frottent maintenant des restes de nourriture. Le bruit des couverts, le frottement de l'éponge, tout ça couvre le vacarme dans ma tête. Ici, je ne suis personne, juste une paire de mains. C'est exactement ce que je cherche. Ce travail épuisant est le seul anesthésiant qui marche. Chaque assiette que je nettoie est un acte de contrition. J'essaie de laver une tâche qui, je le sais, ne partira jamais. C'est ici que je suis le plus proche de la vérité. La vérité sur ce que j'ai fait et sur l'homme que j'ai détruit. Et chaque soir, en le voyant passer, le dos courbé par les dettes, je me jure que ce sera le soir où je lui dirai tout. Mais le courage me manque.
Comment regarder un homme dans les yeux et lui dire « Si votre rêve est brisé, c'est à cause de moi ». Les semaines ont passé, toutes pareilles. Ma vie était divisée en deux, la stratège impitoyable et la pénitente silencieuse. Le rythme de la plonge était devenu une habitude. La chaleur, la fatigue, c'était mon châtiment, et je l'accueillais avec un soulagement presque malsain. Ce soir-là, l'air était lourd, pas juste à cause de la chaleur de juillet, mais à cause de la tension qui venait de Léo. Il faisait les 100 pas dans la salle, le téléphone à l'oreille, le visage encore plus sombre que d'habitude. De la cuisine, j'entendais des mots « échéance »,« dernier avertissement »,« saisie ». Il a fini par raccrocher en jurant, avant de frapper le comptoir du poing. Le bruit sec a fait sursauter la seule famille encore présente. Il est resté là, le dos tourné, la tête entre les mains. Ses épaules se sont affaissées, comme écrasées par un poids invisible. J'ai vu en lui une défaite si totale qu'elle m'a transpercée. Et soudain, je n'étais plus dans cette cuisine, j'étais revenue 10 ans en arrière. 10 ans plus tôt, je n'étais pas au sommet. J'étais une louve affamée. Je m'appelais déjà Éléonore Dubois, mais mon nom n'inspirait aucune crainte. J'étais directrice de projet chez Omnicorp, un géant de la tech connu pour son agressivité. J'étais brillante, ambitieuse et prête à tout pour grimper. La morale était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. À cette époque, Léo était Léo Fournier, le fondateur visionnaire de ConnectSphere. Tout le monde parlait de lui. Son application n'était pas juste une application, c'était une petite révolution. Une plateforme pour redynamiser les communautés locales, aider les petits commerces. C'était un projet avec une âme, porté par la passion de son créateur. Léo était charismatique, son discours enflammé. Il ne vendait pas un produit, il vendait un futur plus humain. Le Graal, à l'époque, était un énorme contrat avec la ville pour créer un écosystème numérique. Omnicorp était le candidat logique. Mais contre toute attente, la petite start-up de Léo, ConnectSphere, était devenue favorite. Leur approche humaine avait séduit les politiques. La panique s'est installée chez Omnicorp. Mon patron, un homme dont le sourire était un mensonge, m'a convoqué. La pression était énorme. Perdre face à une start-up, inimaginable. Sa mission, non officielle bien sûr, était simple. Trouver une faille, n'importe quoi, écraser-les. J'ai passé les 3 semaines suivantes à ne faire que ça. Avec une équipe de hackers, on a disséqué le prototype de ConnectSphere et on a trouvé quelque chose. Une petite vulnérabilité dans leur version bêta. Une fissure minuscule que n'importe quelle équipe aurait corrigée avant le lancement. J'aurais dû leur envoyer un rapport anonyme. C'était la chose à faire. Mais l'ambition est un poison. J'ai présenté ma découverte à mon patron. J'ai vu une lueur prédatrice dans ses yeux. Il ne voulait pas juste gagner, il voulait détruire. Son plan était d'une cruauté chirurgicale. Lors de la présentation finale devant la mairie, juste avant la démo de Léo, mon patron a demandé la parole pour une petite mise en garde. Puis, il a fait un signe discret. À l'autre bout de la ville, mon équipe a exploité la faille. On n'a pas fait une grosse attaque. C'était bien plus vicieux. On a juste extrait une fausse base de données, faux noms, fausses adresses, et on les a projetés sur l'écran géant, en pleine salle du conseil. Le silence est devenu glacial. On n'a pas volé de vraies données, mais on a prouvé qu'on pouvait le faire. On a retourné leur plus grande force, la confiance, contre eux. J'étais dans la salle. J'ai vu le visage de Léo, l'incompréhension, la panique, et enfin, l'horreur. Il a essayé de se défendre, de parler de prototype, mais le mal était fait. La graine du doute était plantée. Mon patron a porté le coup de grâce avec une fausse compassion. C'est précisément ce genre de risque que notre solution permet d'éviter. ConnectSphere a perdu bien plus que le contrat. Ils ont perdu leur réputation. Les articles parlaient de failles de sécurité béantes, de start-up amateurs. Les investisseurs ont fui. En 6 mois, ConnectSphere était en faillite. Léo a tout perdu. Son entreprise, sa maison, son rêve. J'ai vu une photo de lui dans un journal, sortant du tribunal de commerce. Le même regard vide, la même posture affaissée que je lui vois maintenant, 10 ans plus tard, derrière son comptoir. Moi, j'ai été promu. On a salué mon intelligence stratégique. J'ai eu une prime énorme. Ma carrière était lancée. Je me suis dit que c'était les affaires. Si ce n'était pas moi, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Mais le visage de Léo, ce jour-là,
est resté gravé dans ma mémoire. Le bruit d'une assiette brisée me ramena à la réalité. Je l'avais lâchée. Elle gisait en 1000 morceaux à mes pieds. Mes mains tremblaient. « Hélène, ça va ?» La voix de Carlos était pleine d'inquiétude. Je n'arrivais pas à répondre. Je me suis accroupie pour ramasser les débris, les doigts chouours. Chaque éclat de porcelaine était un fragment de la vie que j'avais détruite. Léo s'est retourné. Son regard a croisé le mien une seconde. Il n'y avait que de l'agacement dans ses yeux. Il ne voyait qu'une plongeuse maladroite, pas le monstre qui se cachait derrière. Le poids de mon secret m'a écrasé. Après cette nuit-là, quelque chose a changé. La pénitence passive ne suffisait plus. Voir Léo si proche du fond m'a donné un besoin urgent d'agir. Je devais intervenir, mais sans me trahir. J'ai donc lancé une opération de sauvetage clandestine. Pas d'argent, ça aurait été trop facile. Une façon lâche d'acheter ma conscience. Et il était trop fier pour accepter. Non, mon aide devait être subtile. Un matin, une caisse de produits d'entretien professionnel est apparue devant la porte. Pas de bon de livraison, pas d'expéditeur. Léo a grommelé en parlant d'une erreur, mais il les a utilisés. Une autre fois, j'ai surpris Maria, la jeune serveuse, s'inquiéter pour ses frais de scolarité. Le soir, j'ai glissé une enveloppe avec une grosse somme d'argent dans la poche de son manteau. Juste un mot. Pour une future diplômée, de la part de quelqu'un qui croit en vous. Le lendemain, elle pleurait de joie en racontant ce miracle à Léo. Mon intervention la plus audacieuse fut sur la gestion. Il était un visionnaire de la tech, pas un restaurateur. Une nuit, après mon service, j'ai tapé une note anonyme que j'ai glissée sous sa porte. J'y analysais froidement ses coûts, je suggérais un plat du jour pour éviter le gaspillage et une nouvelle disposition des tables. C'était rédigé dans le style direct d'un consultant. Le lendemain, j'ai vu ma note froissée. Sur le comptoir, Léo la regardait, l'air méfiant. 2 jours plus tard, une ardoise était au mur. Plat du jour, bœuf bourguignon de Carlos. À la fin de la semaine, il avait réduit ses pertes de façon drastique. Il n'a rien dit, mais j'ai vu une étincelle de satisfaction dans ses yeux. Mais mes actions ont fini par attirer l'attention. Léo a commencé à m'observer. Il me regardait travailler, non plus avec indifférence, mais avec suspicion. Pourquoi cette Hélène parlait-elle un français si parfait ? Pourquoi ses mains semblaient si peu habituées au travail manuel ? Un soir, il m'a arrêté. « Hélène, a-t-il dit, qui êtes-vous, vraiment ?» Mon cœur a raté un battement. « Je ne comprends pas. Je suis Hélène. » Il a plissé les yeux. « Vous bossez plus dur que n'importe qui pour un salaire de misère. Vous ne vous plaignez jamais. Vous êtes intelligente, ça se voit. Ça ne colle pas. Vous fuyez quoi ? On fuit tous quelque chose, non ? » J'ai répondu pour noyer le poisson. Il a soupiré. « Peut-être bien. » Il n'a pas insisté, mais le doute était là. Et puis, l'incident est arrivé. Le coup qui allait tout faire exploser. C'était un vendredi soir. Le restaurant était plein. Une critique positive inattendue sur un petit blog avait attiré du monde. L'ambiance était électrique. Et au milieu de ce chaos, il était là, assis seul, à la meilleure table. Antoine Dubois. Pas de ma famille, mais ironiquement, le même nom. Le critique gastronomique le plus redouté de la ville. Son blog, La Fourchette Acide, pouvait tuer un restaurant en une seule publication. Je l'ai reconnu tout de suite. Une sueur froide a coulé sur mon front. La pression était à son comble. Maria, la serveuse, tremblait de stress. Et la catastrophe est arrivée. En apportant le plat aux critiques, elle a trébuché. L'assiette de coque au vin a décrit une parabole parfaite avant de s'écraser sur le costume impeccable d'Antoine Dubois. Silence de mort. La sauce rouge a maculé sa chemise blanche. Le critique s'est levé, le visage déformé par une fureur glaciale. « C'est inadmissible », a-t-il sifflé. « Non seulement le service est incompétent, mais on m'agresse avec la nourriture. Soyez certain, monsieur, dit-il à Léo, qui venait d'accourir, livide, que tout le monde saura à quel point cet endroit est un naufrage. Vous n'auriez jamais dû ouvrir. » Maria était pétrifiée, en larmes. Léo balbutiait des excuses, mais le critique l'a ignoré. « Je vais me faire un plaisir d'écrire la nécrologie de votre restaurant. » Il a jeté sa serviette et est sorti, laissant un champ de ruines.
En quelques minutes, le restaurant s'est vidé. Il ne restait que Léo, Maria qui sanglotait et moi, immobile. Léo n'a pas crié. C'était pire. Vidé de toute énergie, il s'est approché de Maria. « Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. C'était fini depuis longtemps. » Il a regardé autour de lui. « C'est terminé, » a-t-il murmuré. « Je ne peux plus me battre. » Et c'est là que je l'ai vu. Le même regard. Exactement le même regard que sur la photo. Il y a 10 ans. Celui d'un homme qui a tout perdu. La première fois, j'en étais la cause. Cette fois, j'étais une spectatrice impuissante et j'ai su que je ne pouvais pas laisser l'histoire se répéter. Le temps de la pénitence était révolu. L'heure de la confession avait sonné. Maria et Carlos sont partis en silence, me laissant seule avec Léo au milieu des ruines. Il était assis, la tête entre les mains, une statue de désespoir. La peur me glaçait, la peur de sa haine, mais la peur de le voir abandonné était encore plus forte. Lentement, j'ai détaché mon tablier. J'ai fait un pas, puis un autre, sortant de l'ombre de la cuisine. Le bruit de mes pas l'a fait sursauter. Il a relevé la tête, les yeux vides. « Tu peux y aller, Hélène », a-t-il dit d'une voix morte. « C'est fini. » Je n'ai pas bougé. Ce n'est pas fini. Ma voix était différente. Ce n'était plus celle d'Hélène. C'était la mienne, la voix d'Éléonore Dubois. Il a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes ? Ce type va nous détruire. » Son article n'est qu'un symptôme, j'ai continué, mon cerveau de PDG prenant le relais. C'est une crise de relations publiques. Il faut le contacter maintenant, avant qu'il ne publie. Lui présenter des excuses, lui proposer un dédommagement et l'inviter à revenir pour lui prouver que ce soir était une erreur. Il faut reprendre le contrôle de l'histoire. Léo me regardait comme si j'étais folle. « Mais de quoi tu parles ? On n'est pas dans une salle de conseil. Je suis un restaurateur fauché et toi, tu es une plongeuse. Qui es-tu pour me parler comme ça ?» C'était le moment, le grand saut. J'ai pris une profonde inspiration. « Mon vrai nom n'est pas Hélène, » ai-je dit, ma voix tremblant à peine. « Je m'appelle Éléonore Dubois. » Le nom a flotté dans l'air. Léo a cligné des yeux, perplexe. Le nom ne lui disait rien. 10 ans, c'est long. J'ai dû aller plus loin. Il y a 10 ans, je travaillais pour Omnicorp. Nous étions en compétition pour le contrat de la ville, contre une start-up prometteuse, qui s'appelait Connect Sphere. À ce nom, tout a changé. Une lueur de reconnaissance, puis une vague de douleur. Il s'est levé lentement, les yeux fixés sur moi. « Dubois », a-t-il murmuré. Et puis la réalisation l'a frappé comme la foudre. Son visage a pâli, avant de virer à la fureur. Il se souvenait. « Vous », a-t-il soufflé, le mot chargé d'une décennie de haine. « Oui », ai-je répondu. La démonstration, la faille de sécurité, la campagne de presse. C'était moi. J'ai tout organisé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Votre ruine, c'est moi ». Sa réaction fut un volcan, un cri de bête blessée. Il a renversé la table la plus proche, dans un fracas de vaisselle brisée. « Vous !» a-t-il hurlé. Il a projeté une chaise contre le mur. « Un monstre! Vous êtes un monstre! Vous avez détruit ma vie! J'ai perdu ma maison, ma femme m'a quitté, j'ai tout perdu. Et tout ça pourquoi ? Pour une promotion ?» Il avançait vers moi menaçant. « Et vous osez venir ici ? Faire ma vaisselle ? Me regarder lutter ? C'était un jeu pour vous ? Une expérience pour milliardaires en mal de sensations ? » Chaque mot était un poignard, mais je suis restée là, immobile. Je méritais sa fureur, je méritais sa haine. C'était le prix à payer. Je n'ai pas reculé. J'ai encaissé sa rage, la laissant me submerger. Je lui devais bien ça. Quand il s'est tu, il haletait au milieu du chaos. Le sol était jonché de débris. Un silence lourd est tombé. La haine dans ses yeux a laissé place à une question. Pourquoi ? Sa voix était brisée. Pourquoi êtes-vous ici ? Parce que le succès a le goût des cendres quand il est bâti sur la ruine d'un autre, ai-je commencé. Je suis au sommet, Léo, et je n'ai jamais été aussi seule. Votre visage, cette photo, ne m'a jamais quittée. C'est devenu le fantôme de ma réussite. Alors j'ai engagé un détective pour vous retrouver. Je devais savoir. Quand j'ai appris pour ce restaurant, j'ai pensé envoyer un chèque, mais ça aurait été lâche. Alors je suis venue. Je voulais voir l'homme que j'avais brisé, et je n'ai pas vu un homme brisé.
J'ai vu un homme qui se bat. Ma présence ici n'était pas un jeu. C'était ma pénitence. Il a eu un rire amer. Votre pénitence, et je suis votre enfer personnel. Non, j'ai dit doucement. Vous êtes la seule chose authentique dans ma vie. J'ai pris mon téléphone. Concernant le critique, je l'ai déjà contacté. En tant qu'Éléonore Dubois, je lui ai expliqué que le rêve brisé était un projet que je soutenais personnellement. Je l'ai mis au défi de revenir dans un mois, à mes frais, pour constater la transformation. Il a accepté. Il n'y aura pas d'article négatif. Léo était abasourdi. Ce n'est pas de la charité, Léo, j'ai poursuivi. C'est une proposition. Je ne suis pas venue pour faire la vaisselle toute ma vie. Je suis venue pour réparer ce que j'ai cassé. Et on ne répare pas une vie avec des excuses, mais avec des actions. Je lui ai tendu la main. Vous avez la vision. Je l'ai vue il y a 10 ans, et je le vois encore. J'ai les ressources et la stratégie. Devenons partenaires. Reconstruisons cet endroit. Faisons-en non pas le rêve brisé, mais le rêve reconquis. Ne laissez pas mon erreur être le dernier chapitre de votre histoire. Il a regardé ma main, puis mon visage, puis les débris sur le sol. Accepter, c'était accepter la main de son ennemi. Refuser, c'était peut-être renoncer à sa dernière chance. Il n'a pas pris ma main, il a fait un pas en arrière. « Sortez », a-t-il dit d'une voix blanche. « Sortez de mon restaurant, maintenant. » Mon cœur s'est serré. J'ai hoché la tête. J'ai tourné les talons et je suis partie, ma rédemption suspendue à sa décision. Les 3 semaines qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Je ne suis pas retournée au restaurant. Je n'ai pas appelé. La balle était dans son camp. Chaque soir, dans ma tour de verre, je fixais mon téléphone, attendant un signe. Le silence était une torture. J'avais tout mis sur la table, ma fortune et mon âme. Un soir, mon téléphone a vibré. Un email. L'expéditeur, Leld, fournierrevebrise.fr. Objet, vide. Juste une phrase dans le corps du message. J'ai une idée pour le nouveau menu. Rendez-vous demain, partenaire. Un sourire. Le premier vrai sourire depuis des années est apparu sur mon visage. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. C'était quelque chose de plus précieux. Un nouveau départ. Cette histoire nous apprend que nos erreurs passées n'ont pas à définir notre avenir, si on a le courage de les affronter. La vraie rédemption n'est pas dans les remords silencieux, mais dans les actions. Ce n'est pas juste dire « pardon » qui guérit, c'est s'engager à reconstruire. Le vrai succès ne se mesure pas à la hauteur qu'on atteint, mais à notre capacité à nous relever et à aider les autres à se relever avec nous. Car la plus grande richesse n'est pas celle qu'on accumule, mais celle qu'on restaure. Qu'auriez-vous fait à la place de Léo? Auriez-vous pardonné et accepté cette main tendue? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, abonnez-vous et activez les notifications.